Bonjour. J'ai habituellement une voix qui porte, ça fait que je vais m'adapter. L'important, c'est que ceux qui sont en réseau puissent entendre, mais je ne veux surtout pas devenir agressante pour vous. Ça va-tu? On fait des tests. Moi, toujours rêvé de faire ça, finalement. Bonjour. Je m'appelle Geneviève Carrier. Je suis conseillère en stratégie d'enseignement à la commission scolaire de la capitale. Alors, c'est un poste et un titre qui est peu commun en formation professionnelle, c'est-à-dire qu'officiellement, je suis une conseillère pédagogique, mais je travaille très différemment des autres conseillers, c'est-à-dire que je ne suis pas reliée au contenu d'une formation, je ne suis pas reliée à l'évaluation, je ne suis pas reliée à la détermination ou l'élaboration de plans de cours ou plans de leçons. Je suis conseillère en stratégie d'enseignement. J'aime bien expliciter mon rôle en disant que les conseillers pédagogiques sont des conseillers matière. Moi, je suis une conseillère manière, dans le comment. Merci. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui, je m'adjoins à ma collègue des 5 dernières années, Madame Brigitte Sanson, qui est enseignante en coiffure au CFP de Limoilou à la commission scolaire de la capitale. Et au cours des 5 dernières années, nous avons étroitement travaillé ensemble et je lui ai tordu un bras pour me servir de notre travail commun. Et pour vous présenter aujourd'hui un atelier qui se nomme Plus eux, moins vous. Et ce que je veux dire dans ça, c'est que je veux que les élèves travaillent plus que vous. Plus eux, moins vous. En tant qu'enseignant, ce que j'observe lorsque je travaille en étroite collaboration, c'est que vous en dépensez beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie. Et souvent, je vois des élèves qui en dépensent pas assez. En tout cas, pas assez à mon goût, puis pas assez à votre goût également. Et donc, un des objectifs communs qu'on s'est donné durant toute une année scolaire, Brigitte et moi, c'est de préserver son énergie, de mieux gérer son temps, de donner plus de responsabilités aux élèves et donc d'accroître leur participation active. C'est donc le fruit de notre travail que nous vous présentons aujourd'hui. D'emblée, qui est enseignant ici dans la salle? Beaucoup d'enseignants. Conseiller pédagogique? Matière, j'imagine, parce que manière, 100% manière, il y en a peu. Est-ce que j'ai des gestionnaires direction? All right. Sans plus tarder, plongeons ensemble dans cet atelier. Alors, on vous met en contexte un peu. Vous allez voir, ça va être bref parce que le contexte, vous le vivez quotidiennement. Alors, je ne serai pas très exhaustive. On va quand même s'appuyer sur des fondements théoriques, c'est-à-dire que ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce n'est pas le fruit de notre inspiration ni de notre ressenti. C'est basé sur des données probantes, sur des faits qui ont été observés et recherchés. Et donc, on sait qu'une fois mis en application, ça produit des résultats escomptés. Et donc, après ça, là, la petite poutine, mais on passe vraiment aux stratégies, puis on a amené plein de choses concrètes à vous présenter et en espérant que vous les adopterez également. Contexte de la formation professionnelle, on le sait que notre monde est en grand changement depuis au moins les 15 dernières années, mais vraiment beaucoup plus particulièrement depuis les 5 dernières années. Si on fait juste penser au regard de la clientèle de ces élèves qu'on nomme émergents, les élèves donc qui ont eu un parcours scolaire dans lequel ils ont reçu des services pédagogiques au secteur jeune dans le but de soutenir leur parcours, dans le but de soutenir leur réussite, et ils arrivent en formation professionnelle et considérant que présentement au Québec, en FP, on est dans le creux, hein? On est vraiment dans le creux de la vague au niveau du taux de natalité. On a peu d'élèves qui s'inscrivent, mais ça fait en sorte que de plus en plus, les programmes sont ouverts à tous, c'est-à-dire qu'ils sont plus contingentés. Donc, c'est pas qu'on n'avait pas d'élèves à besoins particuliers avant, mais c'était qu'on les classait plus en FP en formation de leurs aptitudes avec des tests justement d'aptitude, des tests psychométriques qui, de nos jours, se font de plus en plus rares dans l'ensemble de nos programmes.
Il y a également une transition abrupte qui est toujours actuelle en FP entre l'exercice de votre métier. Je le dis souvent à mes collègues, vous êtes la crème de votre métier. Vous êtes ce qu'il y a de mieux parce que vous êtes performant, vous êtes passionné et vous avez envie de partager le tout avec des élèves, des futurs personnes de métier. Par contre, entre travailler dans son métier et se retrouver devant une classe, la marche est haute, pour ne pas dire que la faille est grande, puis parfois on se casse la gueule. Et donc, ça amène une certaine précarité d'emploi aussi. Certaines personnes trouvent que c'est trop difficile, qu'il y a peu de support et abandonnent le métier. Certaines personnes vont être enseignantes pendant 15, 20, 25 ans et ne seront jamais permanents en formation professionnelle, restent précaires à contrat contractuel. Donc, tout ça fragilise notre milieu aussi. La formation initiale au baccalauréat peut en décourager certains. La formation initiale qui est tout de même pertinente, je suis encore chargée de cours à l'université, j'y crois. Par contre, la formation ne répond pas nécessairement à nos besoins au moment où eux émergent nos besoins. Alors, parfois, ça peut prendre du temps avant que vous ayez accès à un cours dont vous auriez besoin maintenant. Elle s'échelonne sur une très grande période et ça fait en sorte parfois qu'on se retrouve devant des difficultés qui nous paralysent ou qui nous fragilisent. Il y a peu de services professionnels en soutien aux enseignants. Trop peu. Alors, c'est pourquoi la Commission scolaire de la capitale, depuis 2012, à partir d'un projet de recherche avec Mme Nancy Gaudreau à l'Université Laval, on a instauré un service d'accompagnement des enseignants qui est moi et mes collègues accompagnons les enseignants uniquement. Je ne suis pas un service à l'élève, donc moi, je me positionne pour l'enseignant. Notre service, il est confidentiel, c'est-à-dire que tout ce qui se dit entre moi et les enseignants reste entre moi et les enseignants. Je n'ai aucune valeur évaluative du travail que j'accomplis avec eux. Et d'autant plus que mon service, il est volontaire. Je ne travaille qu'avec des gens qui veulent s'améliorer, qui veulent apprendre. Fait que moi, je considère que j'ai la crème de mon travail. Tout ceci nous amène à prendre conscience que la classe, l'environnement de la classe en est un complètement unique. Dans aucun autre métier retrouve-t-on, ou presque, retrouve-t-on toutes les composantes que vous voyez présentement à l'écran. Une classe est historique. Chacun arrive avec son bagage, chacun arrive avec son parcours, chacun arrive avec son histoire et on le sait en début de session dans un nouveau groupe, tout ça essaye de se placer, là, ce qui amène une certaine notoriété, ce qui amène une certaine dynamique. Nous également, on a une notoriété, on a une réputation qui parfois nous devance. Et la même chose arrive également à certains de nos élèves. Certains de nos élèves arrivent d'un groupe à l'autre, on en entend parler, puis watch out, ce groupe-là. OK? La classe, c'est un milieu imprévisible. On a beau faire le plus beau plan de leçon, planifier le plus près possible de ce qu'on voudrait rendre dans le cadre d'un cours, mais il arrive toujours des choses auxquelles il faut réagir. Ça nous demande donc une très grande capacité d'adaptation et d'accommodement. Tout est immédiat, on le sait. Hein? Il y a des élèves qui font ci, il y a des élèves qui font ça, il y en a d'autres qui sont rendus là. J'en ai un qui a un rythme moins rapide, j'en ai un qui a fini, ça fait longtemps, j'en ai un qui a de la misère, j'en ai un qui pleure. Alors, il faut être en mesure de s'adapter à toute cette immédiacité-là. Je vois des têtes qui font ça. Là. Je vous lève déjà mon chapeau. Et naturellement, ben, la simultanéité. Y a de quoi de plus simultané qu'une classe en atelier en formation professionnelle? Je pense que c'est l'exemple ultime. Alors donc, oui, bravo, bravo d'être enseignant parce que vous devez jongler avec ces caractéristiques-là qui sont relativement uniques à la classe et l'atelier à tous les jours. Donc, ceci étant dit, ça m'amène à nos fondements. Alors, nous nous sommes appuyés quand même sur trois grands-pères de la psychologie ainsi que des approches pédagogiques. Ben, juste comme ça, il y en a-t-il qui reconnaissent ces visages? OK, on a Piaget, moi je l'entends, on a Piaget. On le connaît moins de visage, mais de nom, tous ceux qui sont passés par la formation universitaire, là, Vygotsky. Ah, il sert à quelque chose, Vygotsky. Et oui. Et finalement, beaucoup plus contemporain,
on s'actualise avec Rosenshine et l'enseignement explicite. Alors, ce que Piaget nous dit par rapport à la théorie du développement de l'intelligence, il nous dit que le jeu est très important. Pour développer l'intelligence, il faut jouer. Parce que lorsque l'on joue, ça nous permet de développer des connaissances, ça nous permet d'approfondir une compréhension parce que le jeu est souvent très répétitif et ça nous fait vivre des expériences sensorielles, mais également des expériences d'interaction et d'habileté sociale qu'on peut directement relier à notre savoir-être en formation professionnelle. Alors donc, Piaget considère que le jeu est fondamental à l'apprentissage. Vygotsky et le fameux socioconstructivisme, qui n'est pas une mode. Le jeu, encore une fois, est relié à des interactions sociales, mais l'approche intéressante de Vygotsky par rapport au jeu, c'est qu'il fait un lien direct avec la zone proximale de développement. Zone proximale de développement, qu'on appelle communément la ZPD. La ZPD, finalement, c'est la distance qu'il y a entre l'apprenant et le but d'apprentissage. Quand je dis distance, je ne parle pas nécessairement de distance physique. Je ne suis pas en train de dire que les tannants qui s'assoient dans le fond de la classe, c'est parce qu'ils sont loin qu'ils n'apprennent pas. C'est pas ça que je veux dire. La distance entre les connaissances actuelles de l'élève et ce que je veux lui faire apprendre. On le sait, nos élèves ont tous un bagage d'acquis très différent. Je fais juste penser à nos élèves qui ont un TDG, un test de connaissance générale, comparativement à certains de nos élèves qui ont eu un diplôme collégial ou voire même universitaire. Okay? Alors, notre zone proximale de développement ne se situe pas au même endroit. Ce que le jeu permet, c'est de rapprocher le tout. Tu sais, quand on dit servir de nos élèves forts pour aider les élèves plus faibles, le jeu le permet de manière naturelle, sans que ça embête personne. Parce que quand je suggère ça aux enseignants avec qui je travaille, ils me disent « Ah, mais là, les plus forts là, sont tannés là, les plus faibles. » Good, faites-le jouer. Dans le jeu, tout ça disparaît parce qu'on a du plaisir. OK? Finalement, Rosenshine et l'enseignement explicite. L'enseignement explicite qui n'est pas non plus une mode, qui amène à l'éducation des données probantes, des données de recherche très actuelles. Et on le sait présentement que l'enseignement explicite est un mode d'enseignement les plus efficaces. Et j'y reviendrai plus tard à l'enseignement implicite dans quelques instants. Mais en termes d'efficacité, c'est sans contredit une voie vraiment à adopter. Quand on fractionne le contenu, fractionner, ça veut dire en petites bouchées, là. Alors, faire des petits pas. Là. Moi, j'ai tout le temps l'image de la petite cuillère de bébé Gerber avec le petit pot de bébé, là. Petite bouchée à la fois. OK? De fractionner, de donner du temps pour valider la compréhension. Et c'est de se donner du temps en tant qu'enseignant pour valider la compréhension. On donne un contenu, on manipule un contenu en petits pas, on valide, on prend le temps de valider. Si tout va bien, on continue. Ça ne va pas bien, on arrête, on revient. Trop souvent, on focus sur notre contenu à passer durant une leçon, un cours ou un atelier. Ah là, il faut que je sois absolument rendu là, sinon j'ai pris du retard. Bien, le risque est que le train passe, mais quand on arrive à la destination, ça veut dire à la fin du cours, l'atelier, on se retourne en arrière, puis il n'y a pas grand monde dans les wagons. OK? Donc, à ce moment-là, ça ne sert à rien que nous, enseignants, on arrive seuls ou peu accompagnés à destination. Parce que nous, on est la crème de la crème. Ce qu'on veut, c'est faire monter la crème de nos élèves. Lorsqu'on fait ceci, il y a des stratégies et des façons de faire qui nous permettent d'augmenter la participation de nos élèves. Mais quand je dis participation, je ne veux pas dire que plus d'élèves vont participer en même temps, parce que là, ça va devenir cacophonique. Puis je trouve que vous en faites déjà assez. Je trouve que vous êtes capable de vous diviser en 10, les enseignants en formation professionnelle. Je veux que les élèves travaillent 10 fois plus, par exemple. OK? Alors, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui dans nos stratégies. On est rendu là. C'est pas super, la poutine, ça va? Hein? Ça cadre la raison pour laquelle on vous présente ça aujourd'hui. Et ça y donne, j'espère, une importance également. Donc,
Ça va me faire plaisir de passer le micro, Brigitte. Oh, j'arrête pas de dire à Brigitte, Brigitte, je t'ai choisi, là. Alors, bonjour. Voilà, alors, je vais vous mettre dans le contexte. Moi, j'enseigne la coiffure. Donc, à tous les semaines, en atelier, je reçois de la clientèle. Et en atelier, que ce soit avec clientèle ou pas, je ne sais pas si à vous autres, ça vous arrive, là, mais j'avais la problématique que Madame, 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 hey, c'était moi avant, là. Vivez-vous ça, vous autres? Donc, lorsque je recevais de la clientèle particulièrement, puis même dans un cours d'atelier régulier, j'aimais pas bien ça. Premièrement, j'avais l'air d'une poule pas de tête, où je suis rendue. Puis en clientèle, sincèrement, j'aime bien reproduire le salon de coiffure, ou à peu près, donc ça faisait vraiment pas professionnel. Donc, Geneviève et moi, elle est venue en classe, elle a observé, puis on a trouvé un outil très, très simple. Vous allez voir, là, mes outils, là, c'est vraiment basique. Vous allez être capable d'en composer des peut-être encore bien plus beaux. Ah, merci. Donc, l'outil qu'on a créé, c'est un tableau. Tout simplement, un tableau où les élèves vont venir inscrire leur nom ainsi que l'heure. Et mon tableau est monté dans le sens que la clientèle vient pour des soins qui ont une durée différente. Une coloration peut prendre 2 heures, plus ou moins, 1 heure 30, une demi-heure. Donc, j'avais besoin de prioriser les élèves que je rencontrais en premier, de façon à ce que tout le monde puisse sortir dîner en même temps, par exemple. Que tout le monde finisse son cours au même moment. Donc, comment ça se passe dans ma classe? Tout simplement, les élèves vont chercher la cliente, font leur consultation, et ensuite, quand la fiche de travail, la fiche de consultation est terminée, ils viennent inscrire leur nom. Elles ou ils savent que je vais commencer à prioriser les techniques les plus longues. Donc, pendant ce temps, les autres peuvent faire des étapes préparatoires. Donc, il n'y a personne qui attend après moi. Ils ont toutes quelque chose à faire. Ça devient intéressant. Et ensuite, quand ces élèves-là ont été vus, ben, eux ont préparé la cliente, ils ont fait du shampoing, etc. Et là, je passe les rencontrer. Et même quand la cliente quitte, on aime savoir si la cliente est satisfaite. On aime voir le travail fini. Donc, ils viennent écrire leur nom pour que je puisse aller les voir et parler avec la cliente, vérifier le travail. C'est tellement un outil qui a créé une routine sécurisante que la semaine dernière, un matin, j'ai oublié. Et je me tourne pour aller faire mon tableau. Les élèves l'avaient déjà fait. J'ai dit, bon, peut-être un hasard. Le lendemain, je fais par exprès. Je dis, non, 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 j'en fais pas de tableau, je vais voir. Encore une fois, le tableau, il était fait. Donc, pour eux, ça a créé vraiment une routine. Ils savent que ça se passe comme ça dans la classe. Moi, ça me permet d'avoir un suivi, puis un suivi aussi durant l'atelier. Parce que quand l'élève a besoin, soit de se faire valider, se faire corriger, qu'il y a un petit pépin durant le travail, bien, il vient inscrire son nom avec l'heure, et là, je vais le voir. Si on veut montrer le tableau, voyez-vous, les élèves ont écrit leur nom au départ, puis plus tard, ils remarquent leur nom pour soit être validés quand la cliente quitte. Donc, c'est vraiment un outil simple, mais qui évite les pertes de temps et qui m'amène un meilleur suivi. Un dernier point. Il y a toujours des étudiants, des élèves qui aiment ça, se faufiler. Hein? Moi, j'aimerais mieux pas être corrigée, surtout en clientèle, devant une cliente. Mon ego. Donc,
En voyant les noms et le nombre de clientes, je suis capable de dire: «Oh, oh, oh, tiens, une telle ou un tel». Je m'en vais vers lui tranquillement ou vers elle. Puis là, je lui dis: «Bon, est-ce que tu écris ton nom bientôt au tableau? As-tu fini ta fiche?» Donc, c'est simple, et je m'assure que j'ai vu les fiches de tout le monde avant que les gens commencent leur travail. Donc voici. Une autre chose que nous avons développée ensemble, à la demande de Brigitte, un jour, elle est venue me voir dans mon bureau et elle a dit: «Geneviève, je suis tannée là, de présenter une activité. On finit, on en fait un autre, on la finit. Ça fait plein de temps mort, c'est pas dynamique. J'ai besoin des fois de faire des tâches, faire des activités, soit pour consolider, soit pour finaliser un contenu de module. Mais elle dit, me semble que c'est morne. Alors, je dis, OK, j'ai besoin de ton aide pour dynamiser ça. Là, ma première question que j'ai posée, c'est, Brigitte, est-ce que tes tâches là, que tu me parles, là, que tu trouves toi-même pas si agréables à mettre en œuvre, ils ont un lien entre elles? Est-ce qu'ils sont interreliés? Autrement dit, est-ce que c'est un apprentissage qui est itératif en boucle? Elle dit, non, non, elle dit, c'est comme tous des morceaux d'un casse-tête que, à la fin, il faut que ça fasse un tout, mais pas pour l'instant. Je dis, parfait. On va se faire un parcours d'activité d'apprentissage. Ça demande une grande préparation à l'enseignante parce qu'il faut qu'elle soit prête à superviser plusieurs activités simultanément. Fait qu'au niveau de l'imprévisibilité, de la simultanéité, de l'immédiacité, puis même de la notoriété, toutes les caractéristiques que je vous ai présentées tout à l'heure, là, il faut avoir une belle assurance par rapport à ça au niveau de la gestion de sa classe. Alors, ce que Brigitte a fait, c'est qu'elle a préparé 3 activités, tout le matériel, toutes les consignes en belles consignes alpha, simples, claires, précises. Et en début de cours, quand les élèves sont arrivés, tout était déjà prêt. La classe était déjà montée en parcours d'activités différents. Alors, je dis, aujourd'hui, on va faire différent. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de complètement différent. Elle a présenté les 3 activités, puis ensuite de ça, elle a utilisé une stratégie très puissante, c'est qu'elle a laissé le choix aux élèves. Vous allez choisir l'ordre dans lequel vous voulez faire vos activités. Vous pouvez commencer par celle qui vous tente peut-être le moins pour finir avec celle que vous voulez le plus. Alors, elle a attribué un nombre maximal, par contre, d'élèves par parcours d'activité. Bonjour. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas un engouement ou que tous les élèves ne choisissent pas la même en premier. Et la période s'est déroulée ainsi. Et de un, Brigitte n'a eu qu'à se promener de parcours en parcours, regarder, prendre le pouls, valider, répondre à certaines questions, mais pour elle, ça a été agréable, le climat que ça a créé. Pour les élèves, le fait de choisir, parfois, des fois, certaines commençaient quelque chose. Oh non, cela, je vais le garder pour la fin, aller vers autre chose. Fait qu'ils ont pu vraiment se responsabiliser au niveau de leur apprentissage. Elle avait tout préparé les documents, la documentation à remplir, puis elle avait préparé une activité synthèse également à la fin pour que les élèves parlent de leurs acquis, fassent un retour sur chacun des parcours. Et c'est le fun parce qu'ils ne l'ont pas tous fait en même temps et de la même façon. Donc, les apports, la participation des élèves était beaucoup plus riche et beaucoup plus dynamique que si tout le monde l'avait fait en même temps, au même rythme. Et j'avais même conseillé à Brigitte de préparer une activité d'enrichissement qui ne faisait pas partie intégrante du parcours parce qu'on sait on a des élèves qui vont plus vite, dont le rythme est plus rapide. Et donc, pour ceux-là, il y avait un petit extra, un petit à côté. Donc, personne n'était pénalisé, puis elle avait préparé, elle avait planifié suffisamment de temps pour que tous les élèves puissent compléter. Alors, voyez-vous, ça a été une activité enrichissante. Les élèves l'ont apprécié. Je me rappelle que Brigitte, à la fin du cours, a dit « Mon Dieu, je ne suis même pas fatiguée. » Alors, quand on planifie à l'avance, souvent ce genre de choses-là, l'exécution est relativement très fluide. Alors, c'était d'offrir des choix en termes de parcours d'apprentissage.
En fractionnement d'une tâche, on en a parlé, en enseignement explicite, c'est un des principes de base. Fractionner une tâche veut dire la déconstruire, veut dire la présenter en morceaux, veut dire y aller une étape à la fois. Et l'outil que nous utilisons le plus souvent lors de fractionnement d'une tâche, c'est un aide-mémoire visuel qui s'appelle soit le Time Timer. Brigitte a amené son exemplaire. Je vous en ai mis une copie. Et considérant que certains enseignants acceptent l'utilisation d'appareils mobiles intelligents en classe, pour moi, il est essentiel également de vous présenter sa version numérique. 99 cents. La grosse dépense. OK? C'est un outil de soutien de gestion de temps. C'est un outil qui est très différent du chronomètre ou très différent de... Comment ça s'appelle? Sablier. Le mot m'échappait. L'avantage d'un outil comme ça, c'est qu'on voit en rouge le temps qui est alloué à une tâche. Donc, contrairement au temps qui coule, au temps qui fuit, ici, nos yeux, notre cerveau, visuellement, voit d'abord la zone rouge. Donc, on saisit l'ampleur du temps accordé à une tâche. Parce que si je vous le change, puis que je vous dis, vous avez 10 minutes pour le finir, puis que je vous montre ceci, automatiquement, ça fait beaucoup de temps. Ça engage l'élève à se mettre à l'œuvre, à se mettre à l'action. Si on fractionne une tâche sans annoncer le temps qui y sera consacré, ce qui arrive, c'est un évitement ou c'est une perte de temps ou c'est un moment plus long justement à commencer la tâche. C'est hyper important d'annoncer à chaque fois le temps alloué, mais c'est d'autant plus important d'être cohérent. Constance et cohérence sont gages de réussite en éducation. Si vous l'annoncez, mais que vous ne mettez pas de repères visuels, par exemple, un élève qui aurait une difficulté attentionnelle, pour ne pas nommer aucun diagnostic ici, lui, il ne voit pas le temps filer. Lui, la notion du temps, c'est quelque chose avec lequel il y a une difficulté. Mais s'il y a un repère visuel pour voir le temps qui reste à la tâche, puis qui tombe dans l'une pendant 3, 4, 5 minutes, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, les élèves qui tombent dans l'une. Mais quand il relève la tête, il voit ça. Il en reste encore bien moins. Comprenez-vous? Donc, d'encadrer le temps, mais de fournir des outils à nos élèves pour être en mesure de se repérer dans le temps. La beauté de la chose ici également avec ce petit outil-là, Brigitte, je ne sais pas s'il le tient comme ça. Il fait-tu un petit bip? Non, il pas de bip. Je vais le laisser aller à 1 minute, puis je vais m'assurer que mon son est ouvert parce que je veux que... Je ferme toujours mon son en conférence, mais là, je vais l'ouvrir. Vous allez entendre là, ce que ça fait quand le temps est terminé. Je fais, hein? Voyez-vous? Fait que c'est pas une alarme, c'est pas... certains élèves vont l'entendre, certains élèves ne l'entendront pas, mais surtout, ce qui est important, c'est que vous allez l'entendre, vous mettez fin à la tâche. On fait un retour, on valide, on refractionne et on continue. OK? Donc, ça, vraiment, en termes d'optimiser le temps, les enseignants avec qui je travaille, qui utilisent ça, me disent, mon Dieu, Geneviève, j'ai plus de perte de temps. J'ai l'impression que quand je dis go à la tâche, tout le monde comprend, tout le monde le voit et ça amène un effet d'entraînement à ce que tout le monde participe et s'engage. Je sais plus ce que j'ai laissé mon petit... Oh, il est là. Alors, fractionnement avec des objectifs spécifiques, je veux que vous fassiez ça en temps de temps, habituellement, et gage d'efficacité. Un autre outil que je vous présente en mode variation. Priorisation des actions. Et là, j'ai ça, puis j'ai d'autres choses. Je vais commencer par ça parce que c'est très visuel. Je vais m'approcher. Bon. Pour répondre également aux besoins de Brigitte,
On a commencé par son tableau, puis pour Brigitte, le tableau de priorisation là, des soins, pour elle, ça lui convient. J'ai une autre enseignante qui me dit, je suis plus capable, Geneviève, je suis plus capable. Madame, non, c'était moi en premier. Non, mais là, ça fait 15 minutes que j'attends. Non, mais là, madame, moi. Puis ils ne sont pas nécessairement en clientèle, ils sont en tâche. OK? J'ai également assisté à une observation dans un atelier à l'École des métiers de la construction du Québec où un élève avait une question à l'enseignant, mais c'est un élève plutôt introverti qui ne prend pas beaucoup de place, fait que il dit à l'enseignant, tu viendras me voir, puis il retourne dans son cubicule, puis il attend. J'ai calculé 27 minutes d'attente. L'élève a attendu 27 minutes de temps. Pendant ce temps-là, il n'a rien fait. On règle le problème. On donne aux élèves une possibilité de nous laisser un message non verbal. Et en tant qu'enseignant, d'un regard, on est en mesure de prendre le pouls sur le rythme de nos élèves. Ça va-tu bien? Sont-ils bloqués? Y a juste une question? Il peut continuer? C'est même que je fasse dans 10 minutes, c'est pas grave. Il fait plus rien. Il en veut plus. OK? Donc, ça peut se faire avec des vers comme ça si on est en classe. J'ai un enseignant qui utilisait à l'extérieur des cabines de ses élèves des post-it. Okay? Comprenez-vous que ce n'est pas l'objet en tant que tel qui est important, mais bien son principe. Ça va? Et je vous le montre avec mes verres. On met les élèves à la tâche, on fractionne, l'annonce du temps est annoncée et là on dit aux élèves « go ». Tous les élèves devraient avoir le post-it ou le verre sur leur table de travail, atelier, peu importe, vert. Vert, ça veut dire « ça roule, j'y vais, c'est beau, c'est en action, j'avance, ça poursuit ». On prend le pouls, c'est vert. C'est bon. On fait du renforcement, une rétroaction positive. Bon, c'est un autre atelier ici. L'élève est bloqué. L'élève n'est plus capable d'avancer. Il a besoin de nous. L'élève nous le signale de par le vert rouge. Quand je regarde dans mon atelier, que je rentre dans la cabine, s'il y a du rouge, ça veut dire que mon élève, il ne travaille pas. Il a besoin de moi, il attend. L'élève n'est pas sûr de quelque chose. Il va continuer, il va valider, là, il peut en faire un bout, il peut faire un bout de chemin, mais il aimerait vraiment ça que vous veniez le voir quand même bientôt. Jaune, on ralentit. L'élève a ralenti son rythme pour il a besoin de soutien. Okay? Et là, je dis toujours que les élèves à besoins particuliers, ce n'est pas juste ceux qui ont des difficultés, mais c'est nos très forts aussi. Ils ont aussi des besoins particuliers puis ont besoin d'être nourris. J'ai fini, donne-moi d'autres choses à faire. Bleu. OK? Alors, que ce soit avec le vert, que ce soit avec les post-it, que ce soit avec n'importe quoi que vous pouvez imaginer pour que l'élève vous parle de façon non verbale, que vous puissiez voir, coudonc, tout le monde est bloqué, tout le monde est en jaune, ça fait 2-3 fois que tout le monde me pose la même question. Stop, validation, réexplication, on repart la machine. OK? Ça augmente la participation active de nos élèves et de manière intéressante, ce que j'ai vu arriver dans un atelier, c'est que l'enseignant non seulement l'utilisait, mais l'enseignant favorisait l'apprentissage par les pairs. Et donc, quand un père voyait un élève, un collègue bloqué, il allait le voir et dire « Je peux t'aider ». C'est pas vrai qu'on détient la science infuse et que nous sommes les seuls à avoir les bonnes réponses. Ça se pourrait que quelqu'un qui a une force quelconque dans un module quelconque ou une compétence quelconque veuille aider les autres. C'est hyper valorisant. Fait que sans même avoir été répondre à l'élève, l'enseignant a vu l'élève revenir à « je travaille, j'avance, ça roule ». Une enseignante le fait, un enseignant le fait aussi. Une a arrêté de le faire. Elle a dit « Ah, c'était le fun, c'était beau, mais les élèves ont compris. Puis maintenant, je suis plus capable de prendre le pouls de ma classe grâce à cet outil-là. » Qu'elle a arrêté de l'utiliser. 3 jours plus tard, les élèves « Madame, pouvez-vous ressortir les verres, là? » Bien plus simple pour eux de communiquer.
Ils n'ont pas toujours envie de dire « je suis bloqué ». Ça vous est déjà arrivé de voir des élèves, ils ont l'air de faire quelque chose. Ils ont l'art de s'occuper. Ils ne s'occupent pas nécessairement à la tâche. Peut-être parce qu'ils ne sentent pas bien de le dire qu'ils sont bloqués. Ici, ils n'ont pas besoin de parler. OK? Alors, un autre outil intéressant qui peut nous aider à augmenter la participation, mais également à calmer et à conserver l'énergie des enseignants. Faudrait-tu que je change? C'est dans mon genre de m'éparpiller. C'est à toi, Brigitte. Fait que Brigitte est une enseignante qui joue, qui aime jouer et qui fait beaucoup jouer ses élèves. Et de par elle-même et ensemble, elle a développé des jeux dont elle va vous parler. Alors, qui n'aime pas jouer? Jouer des tours, jouer à des jeux de société, jouer aux cartes, jouer sur Internet. On sait comment Candy Crush est populaire. Donc, un jour, Geneviève, lors d'un atelier, elle a dit, si vous étiez un élève dans votre classe, est-ce que vous trouveriez vos cours intéressants? Hein? Intéressant, n'est-ce pas? Ça m'a suscité vraiment une réflexion. Et je me suis dit, parce que je vous mets dans le contexte encore, vous savez, j'enseigne la coiffure, la coloration. Puis dans la coloration, on a une partie qui demande à l'élève d'apprendre par cœur. J'imagine que dans vos domaines aussi, il y a sûrement des mots, des trucs qu'ils doivent connaître par cœur. Puis en plus, moi, la complexité, c'est que c'est des chiffres. Puis les chiffres avant le point ou la barre oblique veulent dire quelque chose. Puis après le point puis la barre oblique, autre chose. Vous vous situez hauteur de ton reflet. Alors, je me dois, puis les élèves sont en début de cours, en début de formation dans ce module-là. Donc, je dois fragmenter. Donc, le jeu, ça me permet de faire une bonne revision. Ce qui est très important dans les jeux, c'est d'avoir des règles claires, bien définies. Si on ne veut pas que ça chire, n'est-ce pas? On ne veut pas que ça chire. On veut, et un temps. On ne joue pas pendant 1 heure. On joue pendant peut-être 10 minutes. Et ce qui est, j'ai fait des petites vidéos maison, là, je vous dis, ça a été fait là, loin d'être professionnel, mais quand même pour que vous puissiez voir l'attitude, le non-verbal des élèves avant et pendant le jeu. Alors, on pourrait passer le... Oui, le jeu... dans celui-là, je le présente, alors oui, c'est pour ça que je... OK. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, cet après-midi, on va faire une revision de la matière par le jeu. Donc, on va utiliser des dés. Et chacun des dés, le premier dé, vous avez 2 couleurs différentes. Donc, exemple, je choisis le dé vert. Le dé vert va représenter la hauteur de ton. Donc, 5. Qu'est-ce que c'est la hauteur de ton 5? Châtain. Vert. Yes, bravo. Et point 6. Rouge. Et pour ajouter à tout ça, comme on a vu aussi nos fonds de pigments et qu'on a un formatif dans peu de temps sur ça, je vais vous demander de donner ici, le fond de pigment donne 5. Donc, le fond de pigment, il est rouge-orange. Quand vous allez avoir les 3 réponses, vous allez cumuler vos points et la personne gagnante dans le duel, parce que vous êtes en duel, va remporter un petit gâterie. Important, la petite gâterie. Il y a eu ça. Observez leur engagement, leur motivation.
Ah oui, c'est vrai. Chante moyen. Donc, ça crée vraiment une dynamique qui est motivante, qui est divertissante. L'élève, là, ils étaient en duel, il pourrait être plus de 2, bien sûr, mais l'élève doit valider aussi si elle a la bonne réponse. Donc, ils s'amusent, ils travaillent. Ils peuvent aller valider aussi, ils peuvent aller chercher leur note de cours, s'assurer que c'était bien la bonne réponse. Donc, c'est un jeu qui est simple, vous voyez. Je pourrais utiliser aussi des cartes à jouer, des dés, tout simplement. J'utilise ces activités-là particulièrement avant de passer une nouvelle matière, puis en début de période, surtout le matin. Hein? Ça change la dynamique. Partie de Geneviève. Je suis tannée de leur donner des feuilles d'activité à faire. L'idée de base, c'était ça, de changer, de faire remplir des feuilles d'activité. On va les faire jouer alors. Oui. Alors, la deuxième activité que j'avais et la dernière que j'avais à vous présenter, c'est la guerre des clans. La guerre des clans, ça fait quand même quelques années que je l'utilise. Un peu, je me suis servi, bon, pas vraiment. La télé, peut-être un peu, mais plus ou moins. Donc, je vous explique le contexte. Je divise la classe en 2 groupes, 2 familles. Chacune des familles doit se trouver un nom, se trouver un nom au départ. Encore là, c'est très important de bien expliquer les règles. Très important. Donc, lorsqu'ils ont trouvé leur nom de famille, j'ai un élève qui va quand même être participant, mais qui va au tableau, écrit les noms des familles. Et là, on va utiliser, nous autres, l'horloge de la classe, là, ça fait bien. Donc, il y a un temps précis pour répondre. Et moi, j'utilise une espèce de petite cloche, ça pourrait être autre chose, pour dire que le temps est terminé. Donc, les élèves sont debout ou assises, une face à l'autre. 2 équipes, une face à l'autre. Je pose, premièrement, ça y va par soit une carte ou pile ou face pour quelle équipe va commencer. C'est vraiment le hasard. Et là, je pose une question. L'élève a, le temps a été déterminé, mettons 10 secondes, 15 secondes pour répondre. Elle a le droit de répondre à une réponse. Je veux dire, elle donne une réponse. On doit dire, ah non, non, finalement, non, c'est, tu as 15 secondes, tu donnes la réponse, c'est celle-là. Si la personne n'a pas la bonne réponse, la personne qui est face à elle a droit de réplique. Advenant qu'elle ne l'a pas, la famille a le droit de donner la réponse. Et c'est très, très rare que je dois me rendre jusque-là. Si c'était le cas, l'autre famille pourrait aussi droit de réplique. Et vous allez voir, c'est une façon, parce que c'est toujours un peu stressant, un petit peu quand c'est notre tour, mais c'est une façon à l'entendre par tout le monde. C'est une façon d'apprendre et de retenir, vraiment. Au premier tour, on va piger une carte pour les reflets principaux. Au deuxième tour, on va y aller avec 2 cartes pour le reflet principal et le reflet secondaire. Pratiquer les deux aujourd'hui. On commence avec le tour le plus facile, juste un reflet, un numéro, le reflet principal. Ensuite, des couleurs à 2 numéros. Ça va? C'est bon? Good. Alors, est-ce qu'on est prêt tout le monde? Yes, c'est parti! Ma chronométreuse est bonne aussi? Good, excellent. Un reflet simple. Donc, point 4, c'est cuivré. Bravo, on a le droit aussi de s'applaudir. Donc là, il y a une répétition. Les gens entendent, réentendent. Il y a même une rétention. 3, c'est doré. Point 3, doré, vous le dites haut. Vous pouvez mettre à ce moment-là une ligne par c'est ça, exactement. Point 4, c'est orange. Oui, c'est quoi le reflet, le nom?
Des cuivrés. Cuivré, bravo! Vous donnez, en fait, vous donnez le nom du reflet là, de façon professionnelle, le nom officiel là, dans le domaine de la coiffure. Point 8, c'est Mocha. Point 8 Mocha, hey, vous êtes trop bon! Doré. Alors, la carte, c'était point 4, doigt de réplique. Doigt de réplique, c'est ici. C'est vous qui êtes face. C'est ça. Doigt de réplique, point 4. Cuivré, excellent. Un point de ce côté-là. Exactement. Donc, c'est encore à vous. C'est encore à vous. Et là, vous tables sont nouvelle carte. C'est ça, doigt de réplique. Installation. Point 2, violet. Violet, point 2, excellent. Vous êtes trop bon, trop bon, trop bon. Alors, c'est une autre façon de reviser la matière avant de commencer une nouvelle matière. Ça permet aux élèves de mémoriser parce qu'ils l'entendent à plusieurs répétitions. Ça amène aussi un petit challenge, une petite compétition entre les deux équipes. Ça modifie vraiment le rythme du cours. Puis ça permet aux élèves aussi de participer. Vous savez, des élèves plus timides qui, eux autres, ils lèveront pas la main pour donner une réponse. Mais ils n'ont comme pas le choix. Ils donnent une réponse. Quand arrive leur tour, ils ont à répondre. Regardez ici dans la deuxième section l'attitude, le non-verbal des élèves. Point 03. Et là, j'utilise un autre instrument. J'ai le nuancier de couleur professionnel au lieu d'avoir des cartes comme tout à l'heure. 03. Blanc moyen. Danger léger. Oui, t'as raison. Oui, des compliments. Le degré de difficulté est plus élevé aussi. On est rendu plus loin dans l'atelier, dans la session. Doigt de réplique, C'est Caroline. 703. Un 703, fait que c'est un 7. Oui, c'est. Bon, fait que c'est un blond moyen, Oui, et légèrement doré. oui. Puis le fond de pigment, c'est jaune. Jaune-orange. Réfléchissez ça. Deux fois, c'est ça. Mais non, c'est On le laisse pas. Châtain. Regardez aussi cet élève. Métallique profond. Là, il y en a deux là, que 5, je cherche point, les doigts. profond, 7. Donc, les élèves Yeah, sont très bravo, engagés. excellent. Châtain Regarde l'autre à magnétique, côté. cendré C'est pas elle qui donne la rouge. réponse, mais tu l'as eu dans notre équipe. 6. 4.16. Parfois, j'utilise aussi les noms, et là, ils doivent me donner les chiffres. J'inverse. C'est moi qui vais dire, bon, châtain, cendré doré, et là, ils me donnent les chiffres, fait que ça correspond. Donc, ça permet aussi aux élèves de développer une tolérance face à une mauvaise réponse, face à l'échec. Ils savent qu'ils vont pouvoir se reprendre. Ils savent aussi qu'ils ont leur équipe, leur famille qui va pouvoir venir les soutenir peut-être pour avoir le point. Puis encore là, l'équipe gagnante, tu mérites une petite gâterie, des petits chocolats, là, ou du bonbon, en tout cas, à votre choix. Des fois, ça peut être même un collant dans le miroir, puis ils sont bien heureux. On aime ça, avoir des petits nanas. Puis moi, en tant qu'enseignante, ça me permet vraiment de valider lesquels des élèves ont besoin de récupération. Lesquels des élèves sont, puis même eux-mêmes se valident. Ouais. Si je veux faire gagner mon équipe la semaine prochaine, j'ai peut-être besoin d'un petit peu d'études. J'ai vraiment j'ai fait le test de faire le jeu avant un formatif et de ne pas le faire. Et dû à la rétention
par la répétition, j'ai vu vraiment une augmentation des réussites avec des jeux comme ça. Je vous remercie beaucoup. Je poursuis rapidement. D'autres outils de validation. Quand je disais la participation active, je pense que Brigitte en a fait une belle démonstration. Même si les élèves, par leur tour de répondre, ils cherchent la réponse parce que ça se peut qu'il y ait un droit de réplique et donc ils sont actifs. Une erreur fréquente que l'on fait en enseignement, c'est quand on pose des questions, on détermine d'abord qui va répondre. Ou on pose une question, puis on prend ceux qui ont la main levée pour répondre. Mais on va juste chercher ceux qui veulent. On va juste chercher ceux qui sont déjà engagés, ceux qui sont déjà actifs, puis on en échappe une bonne partie, puis on ne sollicite pas ceux qui ne veulent pas participer ou ceux qui sont mal à l'aise de participer. Alors, pour contrer le tout, il y a dans l'enseignement explicite une technique de validation qui peut se faire avec différents outils. Puis je dis souvent aux enseignants, prends un outil significatif dans ton métier. Fait que Brigitte, elle utilise des bâtons de languette. Les merveilleux enseignants aussi en réfrigération utilisent des restants de bouts de cuivre. OK? Il y en a, vous en avez beaucoup, hein? Claude, acheté tout le temps, là, fait qu'ils recyclent ça. Quand je fais des ateliers de formation avec les enseignants avec qui je travaille, j'utilise des blocs Lego parce que je leur dis que quand on travaille ensemble, on est en construction de compétences. Alors, j'utilise des blocs Lego. Fait que l'objet, peu importe celui que vous choisissez, doit tout de même être significatif. Sur chaque objet, et là, je vais prendre mes tuyaux de cuivre. Sur chaque objet, il y a le nom de l'élève. Alors, j'avais demandé d'avoir la liste de participants avant aujourd'hui parce que j'aurais voulu avoir vos noms. Puis je les aurais utilisés, mais on ne me les a pas fournis. OK? Alors, je vais utiliser des enseignants que je connais dans la salle. Pour vous, sont tout le temps mes cobayes. La validation active, le questionnement actif dit ceci. Posez la question à tous. 1. Posez la question à tous. 2. Taisez-vous. Laissez un temps pour que chaque élève travaille à trouver la réponse. Fait que vous leur dites, levez pas les mains, là. Puis vous allez voir, si vous l'utilisez la technique, là, vous allez sortir vos bouts de tuyaux, là, puis les élèves font. Puis je l'ai utilisé avec mes collègues enseignants, puis ils me l'ont dit. Ah, quand tu sors tes affaires, posez la question. Taisez-vous. Pigez un nom. Je ne le ferai pas. Je vais vous épargner. Mathieu. Mathieu doit répondre. Taisez-vous. La question ne va pas changer, hein? Sébastien? Mais il vient de le dire, là. Redis-le. Parce qu'il vient de le dire, là. Et... C'était vraiment ça qu'il pensait lui aussi, ou il n'a pas écouté puis il se dit l'autre doit l'avoir? Ou... Non, non. Redis-le. Taisez-vous. Vous pouvez aller jusqu'à 3. Scientifiquement, si vous posez la même question à 3 élèves, ça vous donne un échantillon représentatif de la compréhension globale des élèves dans votre classe. Ah. Mireille, hein? Bon. Ou Mireille amène quelque chose d'autre. Mireille vient de créer là, un choc cognitif chez tout le monde. Hein? Après valider, après avoir choisi votre échantillonnage, pigé votre oui, en effet, Mathieu, Sébastien, malheureusement, Mireille, c'est plutôt OK. Alors, important, posez votre question. Taisez-vous. Pigez. Taisez-vous. Repigez, taisez-vous, repigez, validez. Super essentiel, OK? Et bien sûr, puisque nous sommes des personnes qui parfois avons le goût de souhaiter l'engagement de nos élèves. Claude,
Il est écrit David, là. Hein? Mais si j'aurais envie que ce soit Claude qui réponde. Claude! Hein? Alors, qui dit là, que c'est écrit Claude? C'est moi qui le vois. Là. Fait que faites attention, justement, là, quand vous le pigez. Le hasard est important. Le hasard est très important. Il ne faut pas que les élèves sentent que vous êtes toujours en train de piger Claude, là, parce que Claude n'écoute pas. OK? Mais de temps en temps, Claude, il faudrait le réveiller aussi. Oui, Claude. Je savais. OK? J'utilise mes blocs Lego. Il est écrit sur une face. Fait que quand je lis, il n'y a personne qui voit le nom. Mais pour vrai, oui, Claude. Mais je le sais, c'est pour ça que je t'accorde la parole. Ça, c'est les tuyaux de réfrigération aussi, je sais. Oui. Mais non, j'y allais. J'y allais là, mais vas-y, vas-y. OK? Ce qui est super important, c'est que les élèves, ils ont l'impression qu'une fois qu'ils ont répondu une question dans un cours, ils sont quittes. Je fais, bon, c'est bon aujourd'hui, moi là. Fait que là, le reste du temps, ils n'ont plus besoin d'être en participation active. Et là, c'est super important, c'est super essentiel. Les 3 noms purigés, là, visuellement, là, armez-vous. Ils retournent dans le panier, ils peuvent être repigés. Et comme Claude a dit, il avait volontairement choisi Claude la première fois, puis il n'était pas écrit. Quand il l'a remis, puis qu'il a repigé, c'est encore Claude. Et le hasard, est-tu bien fait? Hein, un peu? Jouez un peu, vous aussi, avec ça. Gâtez-vous de temps en temps. Là. Ça en fait tellement, là. Hein? Alors, super important, OK? Posez la question, taisez-vous. Un élève, taisez-vous. 2 élèves, taisez-vous. Si 2, vous trouvez. Ça dépend de la grosseur de votre groupe. Là. Tu sais, des fois, on a des groupes à 10-12 élèves. Là, posez pas 4 élèves, là, ça devient redondant plus plate. Là. Puis des fois, oui, c'est vrai que juste un de temps en temps. Servez-vous-en pareil. Je vous le dis, là, vous allez voir visuellement quand vous sortez votre petit pot d'outils, là, il se redresse physiquement. Il faut vraiment être attentif. Là. Mon nom risque de sortir, puis plus d'une fois. Je vous essayez-les. Garantie que ça fonctionne et que c'est fantastique. Vrai ou faux corporel, une autre stratégie gagnante. Des fois, on sent que il me reste encore du temps. Prenez-les. On fait un 5 à 7 après, ça vous tente. Vrai ou faux corporel? Des fois, on sent que ça devient plus lourd. Hein, OK? On sent là, que l'énergie de la classe baisse, puis que là, ça devient plus difficile. Il me reste combien de temps, madame? Ben, arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Des fois, je demande aux enseignants, là, t'as-tu vu aux alentours là, de 9h40? Hey, oui, il s'endormait. Hein? Arrêtez, continuez pas. Vous avez perdu, ils sont plus là, vous êtes tout seul, en fait. C'est juste vous qui reste. Et c'est prouvé également que lorsqu'on se lève debout pour une période minimale de 30 secondes, on réoxygène notre cerveau. Fait que levez-vous. Oui. Levez-vous. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête et qu'on dit aux élèves, levez-vous. Je vais vous poser une question, c'est un vrai ou faux? OK? Si c'est vrai, je te demande de t'accroupir. Si c'est faux, tu peux rester debout. Fait que là, vous voulez faire bouger. Fait que vous choisissez une question que la réponse va être faux. OK? Parce que l'objectif, c'est ça. OK? Alors, vous allez répondre à ma question par vrai ou faux. C'était dégueulasse, mon dîner ce midi. C'est faux, fait qu'on s'accroupit. Fait que là, c'est drôle, on se relève. Puis là, la question, là, c'est beau, vous pouvez vous rasseoir. La question, là, elle n'est pas obligée d'être en lien avec le contenu. Le but, là, c'est d'oxygéner, dynamiser, puis faire une pause cognitive. Puis en faisant 2-3 questions comme ça, puis là, vous pouvez vous amuser, là. Si c'est vrai, bouge de gauche à droite. C'est bon, là, allez-y, là, lâchez-vous lousse un tout petit peu. J'ai également dit à un enseignant par rapport à ça, puis il dit, moi, au lieu de faire le vrai ou faux, Geneviève, il dit, je me suis levée. J'ai dit à mes élèves de se lever, puis je leur ai dit, suivez-moi.
il s'est mis à faire le tour de son atelier. Puis je dis à ses élèves, suis-moi, 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 suis-moi. OK? Ben, il y a 3-4 élèves qui l'ont mis à se suivre. Puis là, les autres, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Les 14 élèves ont fait 4 fois le tour de la classe. Après ça, il leur a dit, ben, rasseyez-vous. Bon, ça a-tu fait du bien? Oui. OK, on continue. J'en ai un autre à qui j'ai raconté ça. Il leur a fait le tour du centre. J'ai quelque chose à vous montrer. Il leur a dit, venez voir ici. Pensez à l'enlever avec le... Venez voir, j'ai quoi vous montrer. Passe par la cafétéria, descend, sort dehors d'une porte, rentre de l'autre. Suivez, suivez, on arrive, on arrive, on arrive. On retourne en classe. Bon, c'est bien? Mais ça, c'est du temps bien investi. Arrêtez d'être seul dans votre wagon. Assurez-vous qu'ils sont en arrière aussi. Pas... Je suis souvent confrontée à « Ouais, mais c'est pas un peu enfantin, là, tes affaires, Geneviève, là? » Avez-vous vu tantôt, là, vous allez avoir une surprise? Youpi! Et l'autre, la collègue, a eu la réponse « Usain Bolt. On est les meilleurs. » OK, donc non, ce n'est pas enfantin. C'est pertinent de le faire. Et ça change le rythme et ça les surprend. Surtout, c'est de les surprendre. Point levé, point ouvert, je le fais aussi en espèce de vrai ou faux. Là. Supposons que je vois qu'il y en a qui commencent à ne pas me suivre ou que je suis peut-être un peu mêlée dans mes explications, ou que je considère que c'est ardu. Là. Puis là, je vais poser une question directe avec le contenu. OK? Alors, je leur dis tout le monde le point levé. C'est le lever. Tout le monde le point levé. Je vais poser une question. Si c'est vrai, tu ouvres ta main. Si c'est faux, tu gardes ta main fermée. Si c'est vrai, tu ouvres ta main. Si c'est faux, tu gardes ta main fermée. Pensez-vous réutiliser une stratégie qu'on vous a présentée aujourd'hui? Vrai ou faux? OK? Ça, ce que ça permet, oui, un peu bouger, mais ce que ça permet à des élèves de vous envoyer un message non verbal sur une incompréhension. T'as-tu compris? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ouais, c'est-tu beau? Oui. Des questions? OK? Alors, si on pose une question un peu plus crunchy, puis qu'on voit qu'on a notre moitié de classe qui reste faux, ou vous pouvez poser la question, voulez-vous d'autres explications? Voulez-vous d'autres exemples? Oui? Non? Peu importe, adaptez-le à votre goût. OK? Les élèves qui n'ont pas envie de vous le dire, qui ne comprennent pas, ou qui n'osent pas poser de questions, c'est là qu'ils vous le disent. C'est comme ça qu'ils s'expriment. OK? Et c'est pas vrai que, je ne sais pas si vous l'avez fait, là, mais avez-vous vraiment regardé si votre voisin il ouvrait sa main ou pas? Mais non, pas vraiment. On le fait pour soi, là, puis ça dérange personne. Puis je commence pas à regarder moi en arrière, c'est mon collègue, oui, vrai ou faux. OK? Alors, c'est une façon de communiquer, de valider avec nos élèves s'ils sont encore dans le wagon en arrière de nous. Et ça les rend plus actifs. Levez vos mains. Ils veulent. Vous avez tous levé vos mains. Parce qu'il a dit, hey, c'est enfant, ce café là aujourd'hui. Oui, vous allez participer. Choix de réponse manuel, on peut le faire, préparer. J'ai plein d'enseignants qui font beaucoup de petits quiz, beaucoup de petits formatifs. Le matin, on revient sur hier, puis ils préparent d'avance. C'est souvent sur des feuilles. On est en 2016, on fait attention. Fait que pourquoi pas préparer quelques questions, les projeter. Choix de réponse, 1, 2, 3, 4, puis de le faire à main levée. Présenter la question. Je vous reviens, monsieur, c'est une question que vous avez. Vous ne voulez pas dire le choix de réponse 1, hein? Oui, c'est autre chose, Kahoot. Oui, je le connais, je l'utilise aussi. En effet, il est super intéressant. Puis, ben aujourd'hui, je ne suis pas dans l'éthique, puis je me suis fait prendre à mon propre jeu parce qu'avec ma collègue Brigitte, quand je lui ai présenté Kahoot, elle s'est toute préparée à monter son Kahoot. C'est un outil interactif avec les téléphones intelligents pour se rendre compte que le Wi-Fi dans le centre, là, et de un, elle n'en a pas dans sa classe, et de deux, à la bibliothèque, ça plante tout le temps. Fait que ma pauvre collègue, elle m'a dit « En tout cas, tu me reprendras plus ton Kahoot! » OK? C'est le fun, mais il faut avoir. Fait que c'est pour ça que je présente aujourd'hui rien de technologique. Là. On est des humains et on n'en a pas toujours besoin. OK, fait que je reviens à ma question. Choix de réponse 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Là. Faites pas des choix de réponse A, B, C, D. Super important. OK? Fait que question 1 est projetée, choix de réponse, puis à go, les élèves répondent. Ah, d'une simplicité.
Préparez 2, 3 questions pour activer les connaissances le matin, revenir, ou à la fin du cours, vous avez prévu 3, 4 questions avec des choix de réponse. Les choix de réponse, c'est 1, 2, 3, 4. On a 5 doigts, fait que dépassez pas 5, là. On a 10, là, mais une main à la fois, sinon vous avez de la misère à corriger. Fait que là, vous voyez, là, si la réponse c'est 2 puis tout le monde fait 4, là, ça vous donne un message, là, il faut revenir là-dessus, là, et on est passé à côté de quelque chose. Okay? Alors, une autre façon d'activer la participation. Merci, Brigitte. Bon, finalement, je termine avec un grand sage. Einstein qui dit que le jeu est la forme la plus élevée de la recherche. Alors, Einstein nous ramène à Piaget, il nous ramène à Vygotsky, il nous ramène également à Rogensheim, parce que Rogensheim, dans son enseignement explicite, utilise beaucoup, pas officiellement le jeu, mais la validation très tangible par le corps de l'élève. Alors, sur ces bonnes paroles, vas-y, Stéphanie. Non? Non, parce que je ne présente rien de technologique aujourd'hui. C'était ça mon objectif. Fait que je ne voulais pas rentrer dans le Plakers. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, moi, je ne présentais rien de technologique. Je voulais qu'on utilise des choses simples et tangibles. Alors, une autre façon également de prendre le pouls, puis on va terminer l'atelier comme ça. Mademoiselle, je suis correcte, il doit m'en rester 2. Hey, c'est parfait. Oui, 2 instants. C'est intemporel. Alors, voici le mot de la fin. Puis je faisais ça des fois, prendre le pouls à la fin d'une période, c'est le fun. Puis je vais vous demander de l'essayer, vous allez le vivre. Je vais vous demander de répondre à la question que vous voyez ici, mais soit vous utilisez un mot, soit que vous utilisez un son, ou soit que vous utilisez un geste. Ce que ça fait, c'est que ceux qui ont besoin de s'exprimer par un mot vont le faire. Ceux qui ont besoin vraiment de s'exprimer par les émotions vont le faire avec un son. Puis les gens qui veulent peut-être juste exprimer un geste vont utiliser leur corps puis n'auront pas besoin de parler. Et la question est celle-ci. Je vais vous demander de réfléchir. Est-ce que vous allez utiliser un mot, un geste ou un son? Et vous allez me dire, quand je vais dire go, de partager votre satisfaction en termes de réinvestissement potentiel dans vos cours et vos ateliers, l'atelier auquel vous venez d'assister. Vous avez le choix de répondre en un mot, en un geste ou en un son quand je vais dire go. 1, 2, 3, go. Voilà! Si vous avez d'autres questions, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez préciser une information, si vous voulez être inspiré, voici mes coordonnées. C'est important de noter que je suis Carrier.Geneviève 2. Je trouvais ça beaucoup de pression avec la numéro 1. C'est ça, quelqu'un d'autre. Et donc, voilà. Ça me fera toujours plaisir d'échanger et de vous revoir si l'occasion se présente en effet. Bonne fin de journée! Bonne fin de journée, profitez-en bien! Est-ce que ça va là?